Cet après-midi, à l'occasion des 150 ans de sa naissance, je vous raconte en effet un homme qui en a usé des effets et qui s'est vite fait une spécialité qui lui a valu une reconnaissance dans le monde, et pas seulement, celui de la magie, ou la véritable histoire de Harry Houdini, le roi des évasions. Quelle est sa place dans l'histoire de l'illusionnisme? Comment a-t-il révolutionné la magie? Houdini a-t-il révélé les secrets de ses tours? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en 1898 et Harry Houdini, un jeune homme de 24 ans, fait régulièrement la une des journaux de la ville de Chicago, aux États-Unis. Le magicien, qu'on surnomme déjà le roi des menottes, défie la police de la ville de le retenir enfermé, menottes au poignet plus d'une heure, dans une cellule de la prison d'État. Lorsqu'il arrive un beau matin à la prison entouré d'une horde de journalistes, il accoste un lieutenant en lui disant l'air goguenard « J'ai besoin que vous m'enfermiez dans une cellule ». C'est naturellement le directeur de la prison en personne qui l'accueille et, vous l'aurez compris, ce directeur n'a pas l'intention de se faire avoir par un saltimbanque de passage. Il en va de la réputation de la police et de la prison. Il ordonne donc au médecin une fouille approfondie du délinquant volontaire qui se prête au jeu avec un malin plaisir, tandis que les gardiens vérifient la qualité des menottes et des serrures de la cellule. Tout semble parfaitement normal et le médecin, habitué aux fouilles dans cette ville de gangsters, passe cet olibrius de magicien au peigne fin. Il n'a rien trouvé, pas une clé, pas un clou ou un quelconque rossignol. Le directeur ordonne donc qu'on lui passe les menottes et on l'enferme dans la cellule avec la certitude qu'il n'en sortira tout simplement pas. Forcément, il va falloir attendre une heure avant d'aller le libérer, alors le directeur offre à boire aux journalistes dans son bureau. Seulement voilà, les journalistes viennent à peine de se servir qu'Houdini rentre en trombe dans le bureau, libre de toute entrave, sous le regard sidéré de l'Assemblée. Très vite, les journalistes soupçonnent l'artiste de dissimuler un passe-partout, d'avoir acheté la complicité d'un agent. Mais Houdini, avec un calme olympien, rassure l'Assemblée et se propose de refaire l'expérience complètement nu après une nouvelle fouille. On l'enferme donc, en tenue d'Adam, dans une cellule, tandis qu'on entrepose ses vêtements dans une autre cellule, également close. L'attente reprend dans le bureau du directeur, qui voit arriver, telle une apparition divine, Houdini tout habillé, sourire aux lèvres, moins de 3 minutes après son incarcération. Ce jour-là marque une étape dans la fabuleuse carrière d'Harry Houdini, qui est sorti des salles de spectacle pour défier rien de moins que la police de Chicago. Je ne vous dirai pas comment il a bien pu s'échapper, mais croyez-moi, à cette époque, cet ancien serrurier dispose déjà chez lui de la plus fabuleuse collection de livres sur les menottes du monde entier. Finalement, je vais quand même vous le dire, puisqu'il en a lui-même exceptionnellement livré le secret. Ce jour-là, Houdini a dissimulé un passe-partout dans son œsophage, une technique qu'il a apprise d'un avaleur de sabre rencontré dans les foires. Mais ce qui le rend vraiment surprenant, c'est son sens du spectacle qui va très vite faire de lui le maître d'une nouvelle discipline, l'escapologie. Son premier exploit date du 24 mars 1874, il y a 150 ans presque jour pour jour, lorsqu'il s'évade du ventre de sa mère après 7 mois seulement d'incarcération. Vous l'aurez compris, pour raconter la vie d'Houdini, Erich Schweitz, de son vrai nom, il faut s'accrocher tant la légende se mêle aux faits historiques. Ce que l'on sait, c'est qu'il est bien né à Budapest, en Hongrie. Son père est un rabbin qui s'est exilé seul aux États-Unis en 1876 afin d'y trouver une charge dans une synagogue à Appleton, dans le Wisconsin. Une fois installé, le reste de la petite famille, la mère d'Erich et ses frères, le rejoignent en 1878. Mais le rêve américain se fait attendre, et ce sont des années de misère qui s'annoncent pour ses 7 frères et sœurs. Mais les enfants, vous le savez, s'émerveillent de tout, et Erich n'a que 7 ans lorsqu'il a son premier flash artistique. Il observe cet artiste qui marche sur un fil tendu dans la rue principale de la ville avant de se suspendre par les dents à la corde. Vous avez compris la suite ? Dans l'après-midi, le jeune Erich se débrouille pour tendre une corde et perd 5 dents d'un coup car l'artiste qu'il a voulu imiter avait naturellement une prothèse dentaire pour effectuer son tour. Sa carrière artistique commence donc chez le dentiste. Mais c'est en 1883, à 9 ans seulement, que le futur Houdini
se produit pour la première fois dans un théâtre comme contorsionniste, acrobate, fil-déferriste, escamoteur et trapéziste et se fait annoncer comme Erich, le prince des airs. Son tour favori, c'est celui de la chute de l'homme mort, et après avoir ressuscité, on dit de lui qu'il pouvait se pencher en arrière et ramasser une épingle entre ses paupières. De toute évidence, le jeune homme a des dons peu communs et il poursuit sa carrière comme magicien dans les foires, accompagné de son frère cadet, Théodore, ou Théohardine sur scène. Ensemble, les deux garçons arpentent les scènes sous un autre nom, choisi en référence au génial magicien français Jean-Eugène Robert Houdin, qu'Erich admire tant. Ils sont les frères Houdini. Puis en 1893, une jeune femme, Wilhelmina Beatrice Rana, qui se fait appeler Bess Raymond, rejoint le duo Houdini. C'était écrit, celui qui s'est choisi Harry comme prénom, notre héros du jour, en tombe amoureux et ils se marient la même année. Bess devient son assistante sur scène et Harry se sépare de son frère. Tous les deux enchaînent les tours, dont celui de la femme qui apparaît et disparaît. Pourtant, cette vie d'artiste ne lui permet pas de vivre correctement. Dans un article autobiographique publié en 1909 à Londres, Harry Houdini parle de ces années dures et cruelles où j'avais rarement le strict nécessaire, écrit-il. Il fait tous les métiers possibles, vendeur de cravates, coursier, photographe, mais surtout apprenti serrurier. C'est au cours de ce travail qu'un jour il voit arriver un policier avec une petite frappe de la ville qui venait de se faire arrêter. Le jeune voyou, pensant ouvrir les menottes avec l'une de ses clés, l'a cassée à l'intérieur de la serrure. Le patron d'Houdini, pressé d'aller dîner, lui demande de couper les menottes avec une scie à métaux. L'acier était trop dur, se souvient Houdini, qui casse plusieurs lames et se décide alors à crocheter la serrure. J'ai réussi à le faire et la manière dont je l'ai fait, explique-t-il, contenait le principe de base que j'ai utilisé pour ouvrir les menottes partout dans le monde par la suite. Naturellement, il propose ses tours de menottes à tout le monde, sans grand succès au départ. Mais lorsqu'il monte sur scène avec sa femme Bess, il perfectionne son célèbre tour de la malle des Indes, qui le voit disparaître menotté dans une malle cadenassée, avant de réapparaître 3 secondes plus tard, totalement libre de ses entraves, tandis que sa femme se trouve à sa place, menottée dans la malle. Ce tour est un véritable tour de force. Non seulement il apprend à se libérer de tous les types de liens, que ce soit des cordes, des menottes ou des chaînes, mais il le fait avec des vraies menottes que lui apporte parfois un policier dans la salle. De la même manière, il interpelle les marins présents pour l'attacher le plus solidement du monde et prouver ainsi qu'il dépasse absolument toutes les limites de l'impossible. Il faut s'arrêter un instant sur le phénomène Houdini qui ira de plus en plus loin dans ses tours, jusqu'à parfois risquer sa vie pour impressionner le monde. C'est un athlète hors du commun. Les traînes de ses doigts ressemblent à des pinces d'acier. Il défait des nœuds avec ses doigts de pied et s'entraîne à résister au manque d'air lorsqu'il est enfermé dans des malles. La chance lui sourit en mars 1899 lorsqu'un certain Martin Beck assiste au spectacle d'Houdini dans une petite salle de la ville de Saint-Paul dans le Minnesota. Ce soir-là, Beck le met au défi d'échapper à l'une de ses menottes qu'il pose sur la scène devant un public abasourdi. Mais il les enlève les unes après les autres sans que personne ne comprenne rien à son truc. Beck est en réalité un manager qui va l'embaucher, en lui conseillant de ne garder que son tour des menottes ainsi que celui de la malle. C'est le premier coup de chance que j'ai jamais eu, explique Houdini. Et ce coup de chance va l'amener vers une tournée triomphale en Europe. Harry Houdini a 26 ans lorsqu'il débarque en Angleterre en juin 1900 et il se fait embaucher à l'essai par Dundas Slater, le directeur de la prestigieuse salle de spectacle de l'Alhambra à Londres. Son credo qui impressionne les foules est toujours le même. Il accepte de se libérer de n'importe quel type de menottes apportées par une personne du public. En lisant le dossier de présentation d'Houdini, le directeur de l'Alhambra lui propose alors un marché en or. Si Houdini parvient à se libérer de menottes apposées par un inspecteur de Scotland Yard, il lui offre un contrat d'une durée illimitée comme tête d'affiche. Rendez-vous est donc pris avec le superintendant Melville dans les locaux des super-flics londoniens. Melville, sûr de son coup, accepte le défi et conduit Houdini dans le couloir. Il demande au magicien d'entourer une colonne de ses bras avant de lui passer les menottes autour des poignets. Melville explique un brin sarcastique au directeur de théâtre Slater qui l'accompagne qu'il viendra délivrer son poulain dans 1 heure ou 2. Alors que les deux hommes font demi-tour et s'éloignent,
ils entendent la voix d'Houdini leur dire avec gourmandise « Si vous retournez à votre bureau, attendez-moi, je vous accompagne ». En se retournant, les deux hommes ahuris découvrent le magicien libre de toute entrave qui jubile comme un sale gosse. Évidemment, il signe avec le directeur de l'Alhambra un contrat mirifique qui le met en tête d'affiche pendant 6 mois. Puis le roi des menottes triomphe dans toute l'Europe, à Paris, Cologne, Berlin et même Moscou. D'ailleurs, à Berlin, les meilleurs serruriers le mettent à l'épreuve et l'un d'eux confesse que ses 30 ans de métier ne valent rien face à la science de l'énigmatique américain qui ouvre absolument toutes les serrures. Les plus célèbres fabricants de coffres-forts font d'ailleurs appel à lui à cette époque, non pour tester l'inviolabilité de leurs coffres, mais simplement pour mesurer le temps qu'ils mettraient à les ouvrir. Autant vous dire que le magicien donnait des sueurs froides à tous les fabricants de serrures. À Moscou, durant l'été 1903, Houdini défie la police tsariste en se laissant enfermer dans un fourgon blindé de prisonniers en direction de la Sibérie. Mais la clé qui ferme le fourgon n'est pas la même que celle qui l'ouvre et qui se trouve en Sibérie. Si j'avais raté mon évasion, explique Houdini, j'aurais dû attendre de me faire délivrer en Sibérie par le gouverneur général qui seul possède la clé. Mais je suis sorti en 20 minutes. Il termine sa tournée européenne en apothéose par une immersion enchaînée dans la Tamise dont il ressort, évidemment, libéré. Lorsqu'il revient aux États-Unis en septembre 1905, Houdini est une véritable star à la psychologie complexe. À la fois vaniteux, mégalomane, narcissique, ambitieux, il sera aussi celui qui tout au long de sa vie viendra en aide à une vingtaine de magiciens qui réussissent moins bien que lui et à qui il payera même une pension. C'est un grand gamin espiègle, mais pour déjouer la lassitude d'un public déjà habitué au grand spectacle, il pousse ses tours encore plus loin, flirte souvent avec la mort et confiera un jour « Le plus difficile a été de vaincre ma peur ». Fin 1906, devant une foule angoissée et grelottante, Houdini, vêtu d'un simple maillot de bain, se laisse mettre les menottes et plonge dans la rivière glacée de Détroit par un trou d'1 mètre de diamètre percé dans la glace. Même sa femme Bess est inquiète et au bout de 5 minutes, son assistant fébrile plonge une corde lestée dans le trou béant afin de l'aider à remonter. Ce n'est qu'au bout de 8 minutes qu'Houdini émerge enfin, crispé et au bord de l'agonie. Emporté par le courant, il a eu du mal à revenir et ne doit sa survie qu'à cette corde qui lui a indiqué la sortie. À partir des années 1908, après ses 34 ans, le magicien américain multiplie les numéros de trompe-la-mort, tous plus impressionnants les uns que les autres. Un matin, les New-Yorkais sont tirés de leur torpeur par un individu suspendu la tête en bas, en haut d'un building de 10 étages, pendu par les pieds, en se défaisant de sa camisole de force devant des spectateurs médusés. Poussé par la démesure, il proclame aux journalistes être capable de sortir de n'importe quel récipient fermé, des boîtes en verre, des chaudières en fer rivetées, des coffres à piano doublés de zinc, des cages en fer ou des coffres forts anti-effraction. Du roi des menottes, il devient vite le roi de l'évasion, car il ne connaît aucun échec. Lors de l'enfermement dans un coffre, Harry Houdini ménage ses effets et explique au public que sa libération peut prendre de 1 à 2 heures, en soulignant astucieusement au début de spectacle le risque d'asphyxie s'il ne sort pas à temps. L'orchestre, les lumières, le paravent créent une atmosphère oppressante, puis le petit génie sort enfin en sueur, les cheveux hirsutes, s'épongeant le front sous l'ovation du public, soulagé. Ses tours les plus célèbres seront ceux du pot au lait ou encore la pagode chinoise de la torture, dans lesquels on le plonge menotté la tête en bas dans un récipient en verre rempli de liquide, duquel il tente de ressortir vivant. Houdini réussit l'incroyable exploit de forger sa propre légende par des tours qui frisent parfois, comme nous allons le voir, avec le miraculeux. En 1911, Harry Houdini, qui prétend pouvoir s'échapper de n'importe quelle boîte, donne rendez-vous au public dans un cimetière où il va se faire enterrer vivant dans un cercueil vissé et plongé dans une fosse de 2 mètres de profondeur que les fossoyeurs rebouchent. Au bout d'une demi-heure, on voit sortir de la terre battue le visage crispé du magicien de 37 ans, visiblement revenu d'entre les morts. Le public à l'époque est tellement subjugué qu'il commence à voir en lui un homme au pouvoir surnaturel. Dépassé au-delà de ses espérances par son succès et la portée de ses prétendus pouvoirs,
Houdini se voit contraint d'expliquer au grand public qu'il n'y a rien de surhumain dans ces tours qui sont tous explicables. Il a même publié plusieurs ouvrages dévoilant pas mal d'entre eux. Le manuel du malfaiteur en 1906, Le secret des menottes en 1909, le manuel des nœuds magiques ou encore Les faiseurs de miracles et leurs méthodes en 1920. Mais rien n'y fait. L'auteur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, adepte du spiritisme, voit en lui un être aux pouvoirs exceptionnels, tout comme l'actrice française Sarah Bernard, qui lui demande un soir de 1917, le plus sérieusement du monde, alors qu'elle joue à Boston, s'il n'aurait pas la possibilité de lui ramener sa jambe perdue suite à une tuberculose osseuse du genou. Houdini est devenu pour beaucoup une sorte de super-héros avant l'heure, capable de cicatriser toutes les plaies humaines. Les films Marvel n'ont rien à envier aux films muets, dans lesquels Houdini joue entre 1918 et 1922 des rôles de héros confortant sa légende de surhomme que personne ne peut jamais retenir. Citons la série Houdini le maître du mystère et le film L'homme de l'au-delà réalisé par Burton King. Mais derrière l'écran, mettant en scène ce fascinant mentaliste au corps d'athlète et au regard perçant, se cache aussi un petit enfant perdu et hypersensible qui ne se remettra jamais de la mort de sa mère en 1913. Lorsqu'elle meurt, il est sur un paquebot en route pour l'Europe. Sa femme Bess se souvient qu'une nuit, au cours de la traversée, Houdini s'est réveillé dans sa cabine en proie à une inextinguible crise de larmes. Arrivé au port de Hambourg, il reçoit un télégramme de son frère Théodore l'informant que leur mère est morte d'une crise cardiaque 3 jours plus tôt, exactement au moment où Houdini s'est réveillé dans la nuit en pleurant, expliquera sa femme Bess. Pendant plusieurs mois, Houdini sombre dans le désespoir et étudiera désespérément durant plusieurs années la possibilité de rentrer en communication avec sa mère défunte. Le 17 juin 1922, l'écrivain anglais Conan Doyle est de passage à Atlantic City et propose à son ami Harry Houdini de monter dans sa suite de l'hôtel Ambassador. Sa femme, Lady Doyle, serait rentrée en contact avec la défunte mère d'Houdini, ce qui intrigue au plus haut point le magicien curieux. « J'étais prêt à croire, et même je voulais croire », explique Houdini dans Un magicien chez les médiums. Alors que Sir Conan Doyle baisse les stores pour tamiser l'atmosphère, Lady Doyle rentre en transe comme saisie par un esprit. Puis dans une écriture automatique, elle délivre un message de la mère d'Houdini en anglais, alors que la pauvre femme ne parlait pas cette langue. Même si j'y mets la meilleure volonté du monde, cette lettre ne peut en aucun cas avoir été écrite par l'âme et l'esprit de ma douce mère, écrira Houdini suite à cette séance, car sinon, il aurait senti sa présence. En 30 ans, Houdini explique avoir passé un accord avec 14 personnes différentes qui, une fois mortes, devaient communiquer avec lui selon un message codé qu'eux seuls connaissaient. Mais il n'a jamais reçu de leur part le moindre mot, pas un seul signe, rien qui ne puisse militer pour la réalité de ces phénomènes. Malgré un véritable mysticisme et un culte pour sa mère défunte, Houdini passera le reste de sa vie à démasquer les faux médiums un peu partout dans le monde. Comme l'explique notre invité cet après-midi, François Montmirail, éditeur et traducteur de l'ouvrage d'Houdini, Un magicien chez les médiums, il a toujours expliqué que ces trucs étaient au service du divertissement du public, au contraire de faux sorciers qui l'utilisent pour exploiter les naïfs et les âmes en perdition. À un gamin qui voulait rentrer en contact avec sa mère disparue, il a dit un jour « Il n'y a rien à faire, mon garçon, c'est dur, mais nous devons souffrir seuls, sans espoir. » Pourtant, en octobre 1926, Houdini va vivre une expérience étrange, racontée par son ami et confrère magicien Joseph Dunninger. Houdini demande à Joe de venir le chercher en voiture chez lui à New York pour repartir en tournée au Canada. Lorsqu'il arrive, Houdini est sur le pas de sa porte sous la pluie avec de vieux vêtements et un chapeau de paille détrempé. Il s'arrête acheter des sandwichs puis passe par Central Park lorsqu'Houdini empoigne le bras de son ami en train de conduire et lui dit d'une voix grave et tragique « Faites demi-tour, Joe, à la maison, vite !» Arrivé près de chez lui, il lui dit sur le même ton « J'ai vu ma maison pour la dernière fois, Joe. Je ne la reverrai plus jamais. » Malheureusement, ce pressentiment d'un drame va s'avérer tragiquement juste. Le matin du 22 octobre 1926, Harry Houdini est au Princess Theatre de Montréal, où il prend la pose devant un jeune artiste peintre qui fait son portrait.
une accalmie dans sa tournée de magicien. C'est alors qu'il reçoit la visite de Jocelyn Gordon Whitehead, un étudiant de l'université McGill de Montréal, qui aurait tout aussi bien pu rentrer avec une longue capeline noire. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut dire qu'Houdini, chaque soir, se vante d'être invincible, et pour le prouver, il demande à un spectateur de lui infliger un coup de poing dans le ventre. Naturellement, lors de ces soirées, un athlète de son acabit contracte ses abdominaux et encaisse les coups avec assurance. Mais cette fois, c'est l'étudiant canadien, un boxeur amateur, qui veut en avoir le cœur net. Il demande donc à Houdini s'il peut encaisser un coup dans le ventre. Naturellement, Houdini lui répond que oui, mais l'étudiant, sans attendre, se jette sur lui et le frappe sans avertissement, plusieurs fois dans le bas-ventre. L'invincible Houdini est perclus de douleur et tombe malade quelques jours plus tard, alors qu'il est en tournée à Détroit. Malgré 40 de fièvre, Houdini refuse d'annuler sa représentation qu'il termine à l'agonie. Le 31 octobre, le magicien est terrassé à 52 ans par une péritonite. Même s'il souffrait de maux de ventre depuis quelques mois, il semble évident que les coups portés par l'étudiant n'ont pas dû arranger les choses. On raconte que le jour de l'enterrement d'Harry Houdini, le 4 novembre 1926, alors qu'on descend lentement le cercueil dans la fosse, le grand producteur de music-hall, Florence Ziegfeld, se serait penché vers son voisin et en murmurant « Je vous parie qu'il n'y est déjà plus ». Pour François Montmirel, l'éditeur des œuvres d'Houdini en français, il personnifie encore aujourd'hui l'illusionniste dans toute sa splendeur, capable de prouesses surhumaines. Dans son genre, il eut un digne successeur en la personne de David Copperfield. Quand on cherche à citer le nom d'un magicien célèbre, c'est presque toujours l'un de ces deux-là qui vient à l'esprit. Europe 1, historiquement vôtre. François Montmirel, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Houdini est-il pour vous le plus grand prestidigitateur de tous les temps ? Je dirais oui, mais je le mettrais ex aequo avec Jean-Eugène Robert Houdin, quand même, dont il s'est inspiré. Il y a même une sorte de passation de pouvoir entre les deux, de relais en tout cas, parce que Robert Houdin est mort en 1871, et Houdini est né 3 ans plus tard, pratiquement en même temps finalement. Et peut-être que Houdini d'ailleurs, celui qui allait s'appeler Houdini, a choisi ce nom grâce à cette espèce de complémentarité de date. François Montmirel, on va revenir un peu en arrière et s'intéresser aux origines de la magie, de l'illusionnisme. Quels en sont les premiers grands noms ? Ceux qui inspirent Houdini, on a parlé, vous avez parlé à l'instant du français Jean-Eugène Robert Houdin. Oui, alors du temps, Jean-Eugène Robert Houdin, c'était avant Houdini, c'était et puisqu'il a monté son théâtre de magie à Paris en 1848, ça nous ramène au début de la Deuxième République, sauf erreur. Et donc c'était bien avant. Mais du temps d'Houdini, il y avait des très grands magiciens aussi. On parle toujours d'Houdini dans son temps, mais il y en avait de très grands. Kellar, par exemple, un très très grand magicien. Thurston, le français Hermann. Pepper également, qui avait été l'inventeur de la cage à invisibilité, c'est-à-dire une cage qu'on amène sur scène, on la voit vide, alors en fait elle ne l'est pas, qui est d'ailleurs un système qui est toujours utilisé de nos jours. D'autres encore, comme par exemple Selbit en 1921, la femme coupée en deux, c'est Selbit qui l'a inventé. Fallait vraiment avoir de l'idée pour être un petit peu tordu, j'allais dire, pour inventer un truc pareil. Et donc, et puis d'autres aussi, vous avez employé le mot mentaliste. Alors ça, c'est très intéressant parce que justement, Houdini, il a eu son heure de gloire pendant que le mentalisme moderne prenait son envol. C'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que le plus grand des mentalistes de l'époque, c'était Theodor Hannemann, qui avait créé un magazine professionnel qui s'appelait The Jinx, et qui est en fait le plus grand pionnier du XXe siècle du sujet, dont s'inspirent encore énormément de mentalistes actuels. Mais alors, tous ces artistes, où se produisent-ils ? Ils sont sur des scènes de théâtre, face à quel genre de public ? C'est un public très populaire. Alors, quand ils se produisent en tournée, bien entendu, à l'époque... c'est d'abord les foires, j'imagine. Oui, alors les foires, absolument. Mais là, ça existe depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, avec les escamoteurs, qu'on retrouve dans des tableaux des maîtres néerlandais. Donc, ça remonte très, très loin. Mais là, c'est, on va dire, des numéros un petit peu plus évolués. Et là, on retrouve les tournées de Barnum, et de ses confrères, qui se sont développés aux États-Unis grâce notamment à la transcontinentale en 1869, qui a permis de joindre l'Est et l'Ouest. D'un seul coup, ça a ouvert tout
tout un horizon pour ces tourneurs qui permettaient d'aller de New York à Los Angeles en passant par Chicago, Atlanta, etc. Et donc, en même temps, ça a permis de créer de nouvelles tournées et du coup, il fallait de nouveaux artistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a créé, il y a un appel d'air qui fait que énormément d'artistes de tout genre participaient à ces tournées, aussi bien des chanteurs, des danseuses, des ventriloques, des marionnettes. Ce qu'a fait aussi Houdini. Houdini a fait aussi des marionnettes avec sa femme. C'est ce qu'on appelle les arts annexes de la magie. Et donc, tout ce beau monde se retrouvait dans ces tournées sous chapiteau, un petit peu comme des cirques. Donc ça, c'est une des possibilités. Et l'autre possibilité, c'est bien sûr dans les théâtres. Alors là, ça s'adresse pas tout à fait au même public, évidemment, un public un petit peu plus bourgeois. Moins populaire, voilà, c'est ça. Avec alors des numéros qui sont également différents. Des numéros qu'on fait sur scène avec énormément de décors, énormément des numéros plus riches, on va dire. Mais Houdini, on l'a rappelé, admire le français Houdin. Il va s'en inspirer et s'en distinguer. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau à la magie ou à l'illusionnisme ? Beaucoup de choses. Et il apporte le défi. Le défi, c'était pas tellement à la mode avant. Lorsqu'il défie quelqu'un, voilà, mettez-moi des menottes et je vais m'en sortir tout seul, nu, puisque c'est ce qu'il fait à Chicago, ben c'est un défi. C'est une prouesse. Hein. Il s'est fait aussi enfermer dans des camisoles de force. Normalement, on ne peut pas s'en défaire. Lui, il y arrivait. Dans une caisse. Plusieurs fois, il s'est fait enfermer dans des caisses, cloué, et il arrivait à s'en sortir. Et pourtant, c'était des clous gros comme mon petit doigt. Simplement, il avait étudié à l'avance tous ces objets et il savait quels étaient les points faibles. Il savait où était la faille. De même, pour les coffres-forts, vous avez cité les coffres-forts dans votre récit. Les coffres-forts, c'est la même chose. Il les a étudiés avant. Et c'était un passionné de serrurerie, puisque vous-même, vous l'avez rappelé, il avait été serrurier dans sa jeunesse. Je crois d'ailleurs que tout part de là, en fait. Hein, c'est l'idée de vouloir relever des défis, faire de l'escapologie. Ça part de là, en fait. Et donc, lui, il arrivait de cette manière à pouvoir étudier l'objet, étudier ses points faibles, et une fois seulement qu'il avait vraiment vu quel était le point faible, il le confirmait, et après il le testait des centaines de fois pour dire pas une seule fois il devait se planter, et ça marchait, et après, seulement quand il était prêt, il le présentait au public. Et c'est ça qui est formidable avec Houdini, c'est que c'était un magicien, ça aussi vous l'avez dit dans votre récit, il ne s'est jamais planté. Mais oui. Jamais une seule fois. Alors qu'il a pas hésité à multiplier les occasions pour se faire. Oui, justement, il y avait quelque chose qui le poussait à aller toujours plus loin. Où est-ce qu'il trouvait l'inspiration pour ces numéros qui étaient de plus en plus dangereux, j'allais dire périlleux ? Alors, c'est dangereux, oui et non. Ça paraît dangereux, mais comme lui, en amont, il avait éliminé le trou dans l'eau de la rivière de Détroit, où il est au fond de la glace, enfin pardon, mais... Oui, mais à mon avis, c'est pas la première fois qu'il le faisait. Ouais, et surtout, c'était une rivière sûrement qui coulait assez vite, j'imagine. Et vous avez précisé, il a vu la corde, il savait par où remonter. Parce que lui, il était déjà nettement plus bas. Très bon nageur, ancien champion de cross-country, quelqu'un qui avait été acrobate à partir de 9 ans. Donc, en fait, son corps avait grandi en faisant des acrobaties. Donc, vous imaginez, c'était un élastique, ce gars-là. Il n'était pas très grand, en plus. Ça, c'est important parce que du coup, il peut se recroqueviller au fond d'une caisse. C'est plus facile. Et puis, un athlète, un véritable athlète. Houdini avait compris comment capter un public large. Il a utilisé aussi des journalistes, les médias de son temps. On peut dire qu'une part de son génie, c'était ce sens de la communication, mettre tout le monde au défi. Bah, tout à fait. Alors lui, c'était aussi un très bon commercial. Donc il allait voir le maire d'une ville. Il disait voilà, est-ce que vous voulez que votre ville soit mise en avant ? L'autre répondait oui, évidemment. Il dit écoutez, je vous amène énormément de journalistes et on va parler de votre ville et vous allez pouvoir délivrer les messages que vous voulez autour de votre ville. Moi, en échange, je vous fais quelque chose d'extraordinaire dont on va parler justement dans les journaux à 5 colonnes à la une. Et lui, c'était ce qu'il faisait et il tenait parole à chaque fois. Il y avait toujours énormément de monde qui venait, des gens qui applaudissaient à tout rompre, et lui, en échange, bien sûr, touchait l'argent de sa peine, bien entendu, et c'est pour ça qu'il est devenu très riche, très rapidement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des tours qui étaient extrêmement dangereux, en tout cas périlleux, et le public en réclamait encore plus, c'est-à-dire qu'il y avait... Le public adorait, ils avaient des frissons...
il y avait du monde à la place de Grève au moment de la décapitation de Louis XVI. Oui, mais là, on savait comment ça se finirait. Oui, c'est vrai. Alors qu'avec Houdini, on n'était jamais sûr de comment ça s'achèverait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand quelqu'un fait quelque chose de dangereux sur la voie publique, il y a toujours des gens qui regardent. Oui, c'est vrai. Oui, et ils attendent que la personne rate, qu'il se passe quelque chose. Et pour dire, je le savais, je l'avais dit. Toujours là. Hein. Bon. Et donc, c'était un peu ça. C'est un instinct, un mauvais instinct qui est propre à l'homme et qui fait que c'est le côté, je dirais, voyeur et qui fait que énormément de gens venaient. Si on disait, Houdini va faire ceci, va faire cela, il va se suspendre d'un gratte-ciel la tête en bas avec une camisole de force, aussitôt en dessous, vous aviez 2000, 5000 personnes d'un seul coup qui arrivaient. François Montmirel, Houdini, outre ses échappées spectaculaires, c'est, on l'a expliqué il y a quelques instants, distingué par ses grandes illusions. Il a, entre autres, fait un jour disparaître un éléphant. Alors, il faut bien qu'on comprenne quel était son truc. Là, parce que faire disparaître un éléphant, moi, je saurais pas faire. Moi, personnellement, non plus. Mais on a des pistes, oui, puisque déjà avant lui, le Français Boîtier de Colta, il avait fait une disparition qui s'appelait la disparition de la femme sur la chaise. Alors, je ne vais pas vous détailler le truc, là, par contre, ça c'est réservé aux professionnels, mais c'est probablement un principe équivalent qu'il a utilisé. Donc, cette disparition, en général, se fait sous un drapé. Elle ne se fait pas à vue. En général, d'ailleurs, les magiciens ne font jamais de disparition à vue ou seulement dans certains cas. Donc, cette disparition, ça ne m'étonne pas qu'elle ait eu lieu, sauf que c'était un éléphant. Et un éléphant, c'est énorme. Et surtout au milieu d'une scène de cirque, on ne voit que lui. Et là, ça a vraiment dû marquer les esprits. Donc, c'était à l'hippodrome, au théâtre hippodrome de Londres, à ce moment-là. Il y a une règle chez les magiciens qui stipule qu'on ne révèle jamais ses tours. Mais alors, comment on peut apprendre si on veut devenir magicien à son tour ? Alors, les magiciens, c'est comme une charge, c'est comme vous êtes dans une confrérie quand vous entrez en magie. Vous entrez en magie comme vous entrez en religion, quelque part, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus reculer après. Vous restez magicien toute votre vie. Et donc, la manière d'apprendre, c'est d'aller voir un autre magicien qui, lui, est déjà installé et qui va vous transmettre ses secrets. C'est d'ailleurs l'un des rôles principaux de la Fédération française des artistes prestigitateurs, la FFAP, qui a des antennes un peu partout en France. Et vous allez voir l'antenne qui est plus proche de chez vous, et vous allez trouver un magicien qui va pouvoir s'occuper de vous, vous donner des cours et vous apprendre tous les secrets du métier. François Montmirel, vous avez traduit et édité un certain nombre des écrits de Harry Houdini, un magicien chez les médiums, Manuel des nœuds magiques ou Manuel des malfaiteurs. Que contiennent ces ouvrages ? Ils donnent des trucs ? Faut pas exagérer, non. Les vrais trucs, c'est comme pour tous les magiciens qui écrivent des livres, il les garde pour lui. Et notamment, il est mort avec beaucoup de ses secrets, qu'on n'a toujours pas expliqués d'ailleurs. Mais il fait quelques révélations, oui, qu'on ne connaissait pas à l'époque, notamment sur le pickpocketisme, par exemple. Ça, c'est intéressant. Donc, le manuel du malfaiteur en parle largement. Comment aussi essayer de reconnaître un vrai mendiant d'un faux, par exemple. Il donne des petites indications comme ça, mais c'est plutôt pour protéger les gens, vous voyez. À cette époque-là, il n'y avait pas grand monde qui essayait de donner des infos sur comment éviter les arnaques. Et lui, s'est fait un plaisir de le faire. Oui, mais en même temps, son manuel des malfaiteurs, il livre là les clés d'un cambriolage, d'un casse réussi. C'est le manuel du parfait cambrioleur. Mais c'est ce que vous voyez tous les jours à la télé au journal de 13h. Les nouvelles manières de cambrioler, par exemple, comment voler une voiture, vous le savez, vous mettez votre voiture devant votre maison, vous avez toutes les chances de vous la faire enlever, et en plus sans infraction, puisque votre clé qui est électronique peut être dupliquée. Si elle n'est pas trop loin si votre clé est à l'intérieur de la maison, elle peut se faire dupliquer. Donc, alors, je vous apprends rien. Je suis sûr que vous le saviez, bien entendu. Non, j'imaginais pas du tout. Ça va encore bien plus loin. Enfin bon, je vais pas vous en dire des tonnes, mais la meilleure manière encore de prévenir les cambriolages, c'est encore d'expliquer aux gens comment ça se passe, à mon avis. Parce que ceux qui pourraient faire quelque chose, c'est encore les propriétaires qui ont des choses qu'ils ne voudraient pas se faire voler, notamment leur voiture. Ils pourraient la garer à 50 mètres plus loin et ça éviterait de se la faire voler. Vous voyez, c'est des exemples simples comme ça. Mais je pense qu'il était sur la bonne voie. Mais il y a tout de même un mystère, Houdini. Où est-ce qu'il a puisé lui-même ses connaissances ? Comment vous expliquez qu'il ait toujours réussi ses tours ? Alors évidemment, il a la répétition, l'entraînement, etc.
il n'était pas ingénieur, il est parvenu quand même à déjouer des systèmes extrêmement performants. Comment c'est possible? C'est possible parce que Houdini était Houdini. C'était Erich Weiss lui-même, donc quelqu'un qui était très curieux de tout, ce qui est le propre de pratiquement tous les magiciens. Il faut être curieux de tout pour être magicien, pour pouvoir trouver la petite faille, la petite astuce. Il était professionnel à 9 ans. Il était dans le monde circassien à partir de 9 ans. Il a donc côtoyé des gens qui étaient ce qu'on appelait les hommes forts à l'époque, des gens qui pliaient des barres d'acier en deux et ils lui ont donné leurs secrets. Et c'est comme ça que petit à petit, il s'est dit mais je veux être magicien, c'est ça que je veux faire. Et il avait, je pense, en lui-même l'idée d'être showman, puisque en allant voir les cirques qui étaient près de chez lui, quand il était tout petit, il s'est dit je veux faire pareil. Voilà. Donc il avait ça dans la peau. Et pour le reste, c'est un autodidacte. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui avait une vraie plume. Je reconnais que lorsque j'ai traduit ses livres, j'ai trouvé quelqu'un qui avait une vraie plume, qui savait bien écrire l'anglais. Un anglais un peu pompeux de l'époque, évidemment. Mais enfin, c'était quelqu'un qui savait écrire. Il avait bien fait, je pense, d'écrire parce qu'il écrivait très bien. Alors, j'ai raconté la mort de Harry Houdini en 1926. Un peu triste, il faut bien le dire. Quels sont ses héritiers dans le domaine de l'illusionnisme et de la magie? On a cité David Copperfield tout à l'heure. Il y en a d'autres? David Copperfield, c'est le plus grand. Il y a aussi Siegfried and Roy. Tous ceux qui ont fait ces grands spectacles qui sont extraordinaires avec de la pyrotechnie, avec beaucoup d'acrobatie. Bon, c'est pas les seuls. Il y en a d'autres, évidemment. Il y en a effectivement beaucoup d'autres qui ont essayé de faire. Il y a Hans Klok, par exemple, pour donner un exemple, un Européen. Mais ça reste dans le monde. En fait, il va plus loin que les autres. Donc, en fait, il reste, l'exemple, le modèle, la figure tutélaire pour tous les magiciens. On peut le dire, c'est ça ou c'est Jean-Eugène Robert-Houdin, c'est l'un ou l'autre. Oui. Voilà. Et donc, Houdini, lui-même, il a tellement inventé de choses qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, Copperfield a été justement un petit poil plus loin. Il a fait le nec plus ultra de ce dont rêvent les magiciens. Il a volé sur scène. C'est le fameux flying de Copperfield. Et là, je suis sûr que ce jour-là, Copperfield s'est dit, Houdini aurait été émerveillé de faire ça lui-même. Il a sûrement pensé, c'était trop compliqué à son époque techniquement, mais Copperfield l'a fait. Et je pense que ça le classe vraiment comme l'égal ou en tout cas le continuateur mérité de Houdini. Merci beaucoup François Montmirel de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Harry Houdini, le roi des évasions. Je rappelle que vous avez traduit et édité ces livres en français aux éditions Fantaisium et que vous êtes également l'éditeur des Cahiers du mentalisme. Merci beaucoup. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.